Place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous, David Lisnard. Bonjour. Et bienvenue. Vous Merci. êtes maire LR de Cannes, président de l'Association des maires de France et vous venez d'inaugurer le QG parisien de votre mouvement Nouvelle énergie pour la France. On va beaucoup en parler. Mais tout d'abord, David Lisnard, l'Arménie, c'est un sujet qui vous tient au cœur et à cœur. Sur place, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a annoncé une aide humanitaire et militaire. On va donc envoyer du matériel militaire. Est-ce que vous dites enfin ou est-ce que c'est trop peu, trop tard ? C'est une bonne mesure, mais on voit bien que dans le théâtre géopolitique tumultueux entre l'Ukraine en Europe, les enjeux sur la mer de Chine, Singapour, que l'Arménie est sacrifiée. Alors des voix depuis des années alertent, depuis 2020. On sait que le prochain objectif, par contre, ce sera le corridor de Zanguezour qui relie l'Azerbaïdjan à l'Arménie Sud et qui aujourd'hui pèse une menace existentielle sur l'Arménie. Et que cette menace existentielle, elle contredit des intérêts français. Oui, lesquels ? Parce que vous dites sacrifier sur l'autel de quoi ? Du gaz de l'Azerbaïdjan qui, on le sait, provient aussi de principe, de réalité. On voit bien que l'influence française a diminué de façon, hélas, très rapide dans le monde. On le voit en Afrique, que ce soit en Afrique subsaharienne. On a réussi à se faire chasser de 3 pays avec des hésitations diplomatiques et un manque de stratégie, un manque de vision. On le voit en Afrique du Maghreb, où on a réussi en même temps à se fâcher avec l'Algérie et le Maroc, ce qui était un exploit quand même assez inatteignable. Donc il y a une perte d'influence. On l'a vu en zone Indo-Pacifique, sur le contrat des sous-marins. Et il faut comprendre que l'Arménie, il y a un enjeu bien sûr religieux, civilisationnel. C'est le premier État qui avait reconnu la chrétienté, qui était chrétien en 313. Bon. Et donc ça compte parce que la diversité, la présence des chrétiens dans cette région du monde, elle est importante. Mais en termes d'enjeu, c'est le Caucase. Et d'ailleurs, ce qui est très significatif dans ce que l'on vit, c'est l'affaiblissement de la Russie. La Russie qui était l'allié de l'Arménie et de la France d'ailleurs dans cette région du monde. Et la Russie qui a sacrifié l'Arménie, c'était l'année dernière. Quand l'Arménie demande l'activation de l'article 4 si vous voulez, c'est l'équivalent de l'OTAN pour les pays de l'ancien bloc soviétique, que ce n'est pas activé, personne ne dit rien, parce qu'il y a le gaz, parce qu'il y a l'Ukraine, et la Russie qui finalement lâche le Caucase à son rival historique qu'est la Turquie. Donc ce sont alors c'est vrai qu'on en parle rarement en France. Mais les mots ont leur importance. Oui. Est-ce que c'est une épuration ethnique ? Il y a un nettoyage ethnique. Quelle différence, quelle nuance y voyez-vous ? Parce qu'après, on peut jouer sur les mots, il y a peu de nuances, mais il y a une volonté, manifestement, que tous les observateurs, que tous ceux qui connaissent la région du monde le disent, d'enlever, de nettoyer et d'enlever les chrétiens. Et il y a un travail diplomatique à faire en urgence, au-delà de la livraison d'armes. Il n'est pas fait ? J'ai pas l'impression. Qu'auriez-vous fait, vous, au pouvoir, David Lisnard ? Qu'auriez-vous dit qu'auriez-vous dit à votre ministre des Affaires étrangères ? Est-ce que c'est encore aux mains de ministre des Affaires étrangères ce qui se joue en Arménie ? C'est la politique étrangère, donc c'est le domaine du chef de l'État et du Quai d'Orsay. On se demande où est le Quai d'Orsay dans beaucoup de crises quand même, mais c'est un autre sujet encore. L'affaiblissement de la diplomatie française, je rappelle que le président de la République a supprimé le corps de la diplomatie, ce qui est une erreur de plus. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est possible avec la France, avec l'Union européenne, avec l'ONU, d'engager une discussion diplomatique forte. C'est toujours un rapport de force. Non, on peut toujours être sceptique, mais... Non, mais Ursula von der Leyen, vous avez vu ce qu'elle a dit sur l'Arménie. L'Azerbaïdjan n'est pas un État irrationnel. Ce n'est pas un État irrationnel. Il peut y avoir des discussions. Comme la Russie n'est pas un État irrationnel. Ce ne sont pas les mêmes principes que les nôtres, mais il doit y avoir des discussions fortes. Il y a des enjeux. Nous sommes un marché. Il y a des relations commerciales. Donc tout cela se met sur la table. Et une initiative diplomatique est bien sûr encore possible pour sécuriser l'exode actuel. Parce que des hommes se font arrêter à la frontière, se font torturer, se font abattre. Difficile, très difficile ce matin, David Lisnard, de faire la hiérarchie dans les sujets. On va passer d'un sujet comme l'Arménie, avec ce que vous venez de dire, à ce qui, oserais-je dire, nous préoccupe aussi en France. Ce sont les punaises de lit, ainsi va l'actualité. Alors, c'est désagréable. Alors oui, c'est un fléau, mais est-ce que vous comprenez quand même ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale ? Je ne sais pas si vous avez vu ce moment où vous avez eu un échange assez lunaire et violent quand même entre Mathilde Panot de la France Insoumise et la Première ministre Elisabeth Borne. On voit à l'image, je le dis à nos auditeurs d'Europe 1, Mathilde Panot tenant une fiole avec des punaises et qui a rendu responsable la Première ministre d'une forme d'inaction. Vous comprenez ce qui est en train de se passer ?
Non. Je vous réponds très spontanément. Je n'avais pas vu cet épisode parce que j'étais en comité directeur de l'Association des maires de France où on travaillait sur des sujets importants. Il ne faut pas sous-estimer le caractère pénalisant des punaises de nid. Toutes les personnes qu'on a eues chez elles pour vous dire que c'est très pénible. Mais enfin, C'est un sujet politique. Le ministre des Transports réunit tout à l'heure une réunion. Un sujet de politique sanitaire, mais enfin, objectivement, ça n'a... Peut-être qu'il y a d'autres enceintes que l'Assemblée nationale, quand on voit le déclassement économique de notre pays, quand on voit les défis qui sont les nôtres, le défi sécuritaire, le défi énergétique, le défi écologique. Bon, après, écoutez, je préfère pas commenter. Défi aussi sur la dette, les déficits et l'argent l'État qui cherche l'argent partout. Hier, justement, lors de la grande interview sur CNews et Europe 1, David Lisnard, le ministre du Travail, à votre place, Olivier Dussopt, a confirmé que l'État allait bien ponctionner jusqu'à 1 milliard, 1,2 milliard sur les retraites complémentaires du privé. Certains syndicats ont crié au hold-up, même à un détournement de fonds. C'est le cas ? Oui, on peut le dire comme ça. Alors, les termes sont violents, mais c'est, je crois d'ailleurs, tous les syndicats, ma connaissance, et le patronat, d'une même voix. Et puis, c'est symptomatique de ce système que je dénonce depuis des années, qui est un système social-étatiste qui est à bout de souffle. C'est-à-dire d'un État qui n'a jamais autant prélevé. On a le record du monde des prélèvements obligatoires, 46% de la richesse produite. On a le record du monde de la dépense publique, 58% de la richesse produite. Et parallèlement, on a de moins en moins de services publics opérationnels. Et parce qu'entre les deux, il y a ce système complètement fou qui fait que les technoconformistes, un peu qui nous dirigent depuis une quarantaine d'années, face à chaque crise, répondent par plus d'État. Moi, je suis attaché à un État fort. Mais vous remarquerez que plus l'État prélève, plus il entrave, moins il est efficace sur ses fonctions de base, c'est-à-dire la protection, la justice, etc. Alors, il y a des efforts qui sont faits ces derniers temps, et ça, il faut les souligner. Il y a une augmentation du budget de la justice, mais jamais on ne va dans la matrice, dans le cœur. Pourquoi on n'arrive pas en France à être plus efficace dans la dépense publique? Mais vous le savez. Cette question, elle est essentielle, elle est fondamentale, et moi, elle guide mon engagement. Elle guide votre engagement, mais on va parler justement de votre engagement dans quelques instants. David Lisnard, vous dites cet État interventionniste qui est un peu partout. Qui génère de l'inflation, qui génère de l'infantilisation. C'est vers cet État qu'on se tourne quand il faut une indemnité carburant, c'est vers cet État qu'on se tourne quand il y a une crise a un rôle inédite. majeur d'assurer la justice. Il a été inventé pour ça. Donc la sécurité, la justice dans la rue, d'être en protection, la justice territoriale par l'aménagement du territoire, la justice sociale par un système fiscal qui soit bien établi. Aujourd'hui, plus l'État, on a atteint un seuil de déséquilibre. Il s'agit de retrouver un équilibre vers plus de liberté. Un seuil de déséquilibre. Oui, on va trop vers quoi, d'égalitarisme. oui. On a un système qui est de plus en plus pesant. C'est la succession des contraintes. Parlez avec des personnels hospitaliers. Ils vont vous dire qu'ils sont bouffés par les contraintes administratives. Parlez avec des policiers. Donc c'est pas qu'une question de moyens. C'est un détournement de moyens vers la suradministration. Vous savez, en économie, il y a l'affaire qui disait trop d'impôts tue l'impôt. Dans l'organisation des pouvoirs publics, trop d'administration tue le service public. Et on en est là. Et donc vous avez l'État qui, au lieu de se remettre en cause dans son fonctionnement, eh bien, va pénaliser ceux qui sont bien gérés. Et quand il y a eu la réforme des retraites, j'avais parlé de sado-réformisme. J'avais utilisé cette formule et j'avais, moi, proposé, avec le mouvement Nouvelle Énergie, une retraite par capitalisation obligatoire entre la retraite par répartition et le régime libre de capitalisation. Ça aurait permis de doter en capital les entreprises françaises. Ça aurait permis de rendre les personnes qui ont des petits salaires propriétaires d'une partie de leur retraite. Je suis sûre que ceux qui nous regardent sur CNews et ceux qui nous écoutent sur Europe 1 sont d'accord sur ce que vous décrivez sur cet État. Oui, mais la question que beaucoup se posent après tant d'années, parce que la droite a aussi été au pouvoir il y a un certain temps, il est vrai, c'est qu'est-ce qui garantit que vous y arriverez? Qu'est-ce qui garantit que vous remettrez en cause l'appareil de l'État? Qu'est-ce qui garantit que vous attaquerez vraiment à l'excès de bureaucratie et au social-étatisme? Vous savez, dans la vie, qu'est-ce qui garantit? Moi, j'ai une constance de principe, en tout cas. Ça fait 20 ans que... Oui. Et dès qu'on m'a confié des responsabilités, je l'ai fait. Voilà, j'invite chacun à regarder, y compris à la ville de Cannes. On a baissé de 65 millions la dette depuis 7 ans, dans une ville qui a un taux de pauvreté supérieur à la moyenne nationale, où on a pratiqué la sobriété fiscale, où on a transformé du fonctionnement en investissement, où on essaie de créer du management participatif, de faire en sorte de donner du sens et de la performance, que les agents de la fonction publique gagnent en productivité, mais gagnent aussi en rémunération, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est perdant. Les usagers ont moins de services qu'avant. Les contribuables payent plus qu'avant, même de façon indirecte par la TVA ou d'autres prélèvements. Et les fonctionnaires, qui sont des gens bien formés, honnêtes, on a une belle fonction publique, sont souvent moins bien payés que la moyenne européenne. Donc, soit on tombe dans le fatalisme, et puis on se dit, on laisse faire. Soit il y a le sursaut. Soit il y a le sursaut. Alors par qui passe le sursaut? Et ça passe, mais par une attitude qui consiste à dire que tout ne dépend pas du ressort de l'État. Et que, par exemple, juste, je donne un chiffre, puisqu'on est en période budgétaire. Depuis 2017,
la dette publique a augmenté de quasiment 680 milliards. Le Covid, c'est moins d'un tiers de cette augmentation de dette. Le PIB, c'est-à-dire la création de richesse, la somme des valeurs ajoutées, a augmenté de moitié. Ce qui signifie que depuis 6 ans, on dépense c'est un peu plus de la moitié, mais on dépense plus d'argent public qu'on ne crée de richesse. Cet excès de masse monétaire publique, c'est ce qui alimente aussi l'inflation. Et on demande toujours plus d'intervention publique. C'est une drogue, la dépense publique. Donc nous sommes dans un cycle infernal. Mais d'autres pays en sont sortis. Bien sûr. Et donc il n'y a pas de fatalité française à la suradministration et à la surbureaucratie. David Lisnard, vous êtes notre invité dans la grande interview au lendemain de l'inauguration de votre QG parisien pour le mouvement Nouvelle Énergie pour la France. Alors un QG, c'est toujours une nouvelle étape. Diriez-vous, comme Laurent Wauquiez, que vous êtes prêt ? Je fais mon chemin, si vous voulez. C'est pas ma question. Les idées, c'est ma réponse, comme disait Georges Marchais à Jean-Pierre Elkabbach. Oui, évidemment. Qui nous a quittés, malgré tout, comme Jean-Pierre Elkabbach, je vous la pose de nouveau. Est-ce que vous êtes prêt ? Non, mais c'est prêt à quoi ? C'est moi qui vous réponds une question. Laurent Wauquiez dit prêt pour 2027. Je crois que vous avez lu ses propos et entendu ses mots. Chaque étape, je suis dans une spirale de l'engagement. Je me rends compte que ces idées qui portent la liberté, la responsabilité individuelle comme moteur de la prospérité, d'un renouveau potentiel du pays, là où on a des risques de violence, sont en train de prospérer. J'essaie de créer un rapport de force qui soit favorable à ces idées, à ces convictions. Objectivement, si la question prêt en 2027, mais personne n'en sait rien, ce serait d'ailleurs tellement présomptueux. Certains pour le moi, savent. Parce que moi, j'écoute Éric Ciotti dit déjà que Laurent Wauquiez, ce serait une sorte de candidat, en tout cas c'est son préféré. Oui, mais est-ce que c'est un candidat naturel ? Mais d'ailleurs, c'est tout à fait respectable. Éric l'avait dit d'emblée, il est cohérent. Moi, est-ce que c'est un candidat naturel ? Mais écoutez, est-ce qu'il y a un candidat naturel aujourd'hui ? Aujourd'hui, quand on regarde les enquêtes d'opinion, non. Voilà, vous savez, il y a une époque, il y avait Nicolas Sarkozy, c'était une évidence. Voilà, il s'était imposé. Avant, on avait eu Jacques Chirac et Édouard Balladur qui s'étaient imposés. Et puis, il y avait eu Jacques Chirac et Raymond Barre. Aujourd'hui, on n'a pas ça. On part d'un score très faible à la présidentielle qui est de 4 et quelques, 4,70 ou 4,80. Lucide. Donc, ce qu'il faut, c'est établir un corpus. Et donc des primaires. Montrer une constance de principe. Non, mais c'est très important. Oui, parce qu'autrement, on discute dans du vide. On parle, on est prêt à quoi ? À se battre sur 4,70 %. Donc votre famille, depuis quelque temps, discute sur du vide. Non, mais c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas défini de corpus, et les décisions qui ont été prises de nommer, par exemple, Emmanuel Mignon, c'est une très bonne décision à LR. Donc, il se passe des choses. De Nicolas Sarkozy. Exactement, avec quelqu'un de grande qualité. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, si demain, il y avait... ce sont des signes, des symboles. C'est difficile de ne pas y voir une petite pierre blanche sur un long chemin qui mène peut-être vers le château. Oui, mais parce que vous partez tous du principe que l'obsession est d'aller au château. C'est pas la vôtre ? L'obsession, sans rentrer dans l'intime, c'est d'être dans une épopée positive, c'est-à-dire de rassembler. Il y avait beaucoup de monde, des gens qui étaient là pour des bonnes raisons, qui venaient autour, je le répète, de principes et de convictions. C'est pas du tout la langue de bois. J'espère que l'on sera le plus puissant possible lorsqu'arriveront les échéances qui sont fondamentales, dont l'échéance présidentielle. David Lisnard, combien de divisions ? Aujourd'hui, il y en avait quelques-unes hier soir, et puis j'espère qu'il y en aura de plus en plus demain. Des poids lourds aussi du parti, des élus derrière. Non, c'est important aussi. Je pense que on arrive, en tous les cas, la conquête du pouvoir se fait aussi en groupe. Ce que je crois, c'est que la force fait l'union. Voilà. Et que la force aujourd'hui, c'est de montrer une crédibilité, c'est de montrer une constance de principe, c'est de ramener l'attention, y compris dans mes réponses, sur les propositions pour sortir le pays du déclin éducatif, pour qu'on sorte de toutes ces séquences de com où dont la seule finalité, c'est d'essayer de calculer l'impact sur une notoriété immédiate. Qui fait ça ? Qui est le roi de la com ? Pardonnez-moi, ce ne sont pas des petites questions. Objectivement, c'est 30 ans de vie politique qui est devenue de plus en plus marketing. La communication, ça fait partie de la politique, je ne ferai pas là autrement, mais qui doit accompagner une action, une constance, une évaluation. On n'est jamais dans l'évaluation de l'exécution des colonne choses. Vertébrale. Est-ce que la vôtre, pour la résumer, et qui pourrait, j'allais dire, marcher sur deux jambes, c'est liberté, responsabilité individuelle ? Ah, j'aime bien, moi, ça me va très très bien. Et unité de la nation autour aussi d'un sursaut culturel. Bien. Mais je vous remercie, je vous félicite, c'est un très bon résumé. Je vous remercie. Alors la question, mais peut-être que Jean-Pierre Elkabbach vous l'aurait posé directement, candidat pour 2027, et il aurait ajouté « Répondez, David Lisnard ». On vous répondra avant 2027, bon. Voilà. Vous l'avez connu aussi, évidemment, oui. Jean-Pierre Elkabbach, vous avez eu l'occasion, je pense, d'être à cette table ou d'autres face à lui. Quels souvenirs vous en gardez ? Alors, mes premiers souvenirs, ce n'est pas des souvenirs d'interviewés, c'est des souvenirs de spectateurs. Il se passait toujours quelque chose. Quand il y avait une interview de Jean-Pierre Elkabbach, alors moi je me souviens surtout celle de François Mitterrand,
que je trouvais extrêmement puissante, parce qu'en plus, il y avait en face un esprit puissant. Et moi, qui étais un jeune type passionné de politique, alors que j'étais pas du tout de cet univers, moi je venais du petit commerce, je regardais toutes les émissions, j'adorais ça, déjà. Et donc, la première fois que j'ai eu Jean-Pierre Elkabbach qui m'a proposé une interview, je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose. C'était une sorte de reconnaissance d'une étape dans un parcours. Comme hier, j'ai eu une étape avec cette belle inauguration de mon quartier, de mon QG de Nouvelle Énergie pour la France. Eh bien, je vous remercie pour ces mots, David Lisnard. Merci d'avoir été notre invité pour la grande interview sur CNews et Europe 1. Pensez évidemment à la famille de Jean-Pierre Elkabbach. Merci encore. Merci.